Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 19e épisode de Chemin de Traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de Traverse, Julie, Élise, Mehdi et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Merci de nous accueillir dans votre salon, votre cuisine, voire votre chambre, ou peut-être encore pendant votre séance de sport. Notre invité ce mercredi est le violoncelliste, chef d'orchestre, compositeur Raphaël Merlin. Raphaël Merlin nous parlera de son parcours artistique teinté d'éclectisme, de curiosité et d'engagement. Nous découvrirons également l'orchestre qu'il a créé, les Forces Majeures, le projet Accorder vos vélos, festival itinérant où les membres de l'orchestre se déplacent à vélo. Un festival auquel peut-être vous pourrez participer. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 5 février 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Julie, qui réalise l'émission de ce soir, vous accueillera. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous. Alors pour cela, notre téléphone est branché, vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46, ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio, rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Alors rebonjour Raphaël. Comme chaque émission de Chemin de Traverse, qui est beaucoup basée sur les parcours personnels et professionnels, on va commencer un petit peu par parler du parcours personnel professionnel avant d'en arriver à l'actualité qui va nous intéresser particulièrement. Et j'ai envie de vous poser la première question. Donc vous êtes violoncelliste, chef d'orchestre, compositeur, mais de quand date la petite étincelle pour la musique ? Comment est-elle à quel moment s'est-elle produite ? Je pense quand même qu'il y a eu plusieurs étincelles. J'ai eu beaucoup de chance parce que dès le départ, avant même qu'il soit possible d'apprendre de jouer d'un instrument, j'étais entouré de musique dans ma famille, la famille nombreuse des frères et sœurs qui étaient tous en filière horaire aménagée au conservatoire, donc ils ramenaient tous les jours, retour de l'école, il y avait toujours un peu de musique et puis... Je me rappelle que mes sœurs jouaient souvent, soit du piano, soit du violon, avec mon père qui est violoniste amateur, ma mère chantait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très naturel avec cette pratique de la musique, complètement pour le plaisir. Et on vivait à Clermont-Ferrand, c'est une ville dans laquelle le conservatoire était, je pense, d'une certaine manière très en avance, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui la plupart des conservatoires ont vocation à former des mélomanes ou des musiciens amateurs en priorité. La professionnalisation, ça représente une part infime et la musique c'est un lieu de plaisir et c'est un lieu de partage avant tout. Donc je me suis imprégné de musique avant de choisir de jouer du violoncelle et puis après il y a plein de petits rebondissements amusants dans une enfance. En vérité, j'étais inscrit d'abord en flûte à bec et puis ma sœur m'a convaincu de changer. J'étais tout à fait d'accord, j'ai pas résisté. Moi, ça m'était complètement égal. Mais bref, finalement, c'était peu importe l'instrument. L'important c'était la musique parce que vous baigniez dedans, donc en famille. Moi, quand j'avais 6 ans, moi, ce qui était important, c'était d'aller jouer au foot. D'accord. Je faisais de la musique parce que mes frères et sœurs en faisaient, parce que c'était en quelque sorte non négociable et c'était très agréable en même temps. Mais c'était pas du tout il n'y avait pas encore eu d'étincelle, comme vous dites. D'accord. L'étincelle est arrivé plus tard. J'ai d'abord commencé à apprendre un peu comme ça le solfège, le violoncelle, mais assez rapidement, j'ai eu envie de faire du piano. Et ça, c'était déjà assez puissant. Mais pourquoi vous avez choisi le violoncelle ? Parce que ma sœur... tout simplement. D'accord. En fait, il n'y avait pas de violoncelliste dans la famille. Il y avait 2 violonistes, une altiste, un pianiste, il y avait un clarinettiste, enfin un altiste devenu clarinettiste, il y a eu un oboïste. Mais il n'y avait pas de violoncelliste. Et donc, il manquait vraiment... C'était quand même un instrument un peu incontournable. Si on veut faire de la musique de chambre, il faut quand même une basse. D'accord. Donc c'est pour ça, je pense. Ma sœur m'a dit fais du violoncelle. C'était parce on était en vacances, il y avait le violoncelle d'un de mes cousins qui traînait par là. Bref. Et donc vous êtes rentré à quel âge au conservatoire ? 6 ans. Dès 6 ans, vous avez commencé à faire du violoncelle ? C'est ça. Ah oui. En CE1, 6 ans et demi exactement. Et par contre, donc ça me plaisait sans plus, mais par contre j'ai très vite voulu faire du piano. J'ai réclamé à mes parents un prof de piano. Il y avait plus de place au conservatoire. J'ai eu une prof en particulier. Et puis c'était pas extrêmement assidu ou intense, ou intensif. Mais par contre, c'était ce que moi je faisais au piano. Tout gamin, c'était très inventif. J'adorais improviser déjà, je cherchais pas mal. J'y passais du temps en fait, c'était comme un jeu.
Alors si je comprends bien, le choix du piano, c'était pour le côté inventif Et ludique. Par Ouais. rapport au violoncelle. Oui, Parce que le violoncelle, c'est moins ludique, moins inventif. Non, mais c'est difficile. Les instruments à cordes, c'est vraiment difficile, D'accord. surtout quand on débute. Et avant de pouvoir vraiment jouer avec, il faut avoir pas mal pris le contrôle de l'instrument. Ça prend quelques années D'accord. pour faire un son joli, pour sentir le contrôle du son. Ça peut être long, vraiment. C'est très difficile en réalité. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle ce que m'a dit un jour le voisin. Alors, je le précise parce que mon fils est juste à côté de moi, donc il fait du hautbois aujourd'hui, il a 19 ans. Quand il démarrait, donc il était très jeune, pareil. Et notre voisin, le mur était un peu en carton, donc le voisin entendait, donc on s'excusait un petit peu. Et le voisin nous a dit, vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est du bruit. Bientôt, ce sera de la musique. Voilà. Et c'est vrai que c'est un instrument, le hautbois, qui est un peu ingrat parce qu'il faut beaucoup travailler avant de faire quelque chose. Donc le violoncelle, c'est un petit peu pareil, quoi. Et donc si je comprends bien, moi qui ne connais pas grand chose à la musique, le piano permet une inventivité, permet de faire des choses drôles, amusantes beaucoup plus rapidement. Tout à fait, parce que le piano, en fait, c'est un instrument préfabriqué. Toutes les notes sont déjà fabriquées avant quand vous appuyez sur la touche. Oui, la note sort, quoi. Bah oui, les cordes sont tendues, elles sont accordées, le marteau est bien en place. Vous avez plus qu'à presser sur un bouton pour produire le son. Alors évidemment, après, on va pas réduire le piano à ça, mais c'est quand même une action qui est toujours la même action, quelle que soit la note que vous jouez, et vous allez moduler la même action. Alors que vous jouez du violon, il y a déjà à la base l'archet, vous pouvez l'actionner dans deux sens. On tire l'archet, on pousse l'archet. Et puis les doigts que vous posez sur la touche qui vont déterminer les notes que vous jouez, vous pouvez les poser absolument n'importe où sur cette touche. Donc la hauteur du son peut tomber n'importe où. C'est pour ça qu'on peut si facilement jouer faux, ou en tout cas ne pas jouer la hauteur qu'on voudrait produire au violon, et ainsi de suite. Pour 1000 raisons, le violon est un instrument de funambule, c'est-à-dire vous êtes sur un fil, et pour obtenir le signal aussi précis que possible, il faut parfois des années d'exercice. C'est un drôle de truc en vrai, mais c'est aussi une source de satisfaction inégalable, je pense. D'accord. Ouais. Alors je suppose que vous êtes dans une famille de musiciennes et de musiciens, vous avez baigné dans les concerts assez rapidement, notamment les concerts classiques. Oui, c'est ça. Mes parents nous emmenaient souvent écouter des concerts, pas seulement classiques, mais oui, D'accord. Tout à fait. Au début, quand on est gosse, on y va, on s'endort. Alors c'est ma question. Est-ce que, pas si vous vous endormiez, mais quand vous reveniez chez vous, est-ce que vous essayiez de refaire les notes que vous aviez entendues? Bonne question. Ça, pas exactement, non, je dirais pas ça, mais par contre, les cours de solfège ont été très importants. C'est-à-dire que j'ai eu, sur l'ensemble, j'ai eu de la chance, je pense, j'ai eu des très bonnes professeurs de solfège. Et je me rappelle très bien que là, il y a eu des étincelles. Là, en solfège. Ah oui, parce que c'est en solfège que j'ai pour la première fois senti un certain langage harmonique s'emparer de moi, quoi. J'ai découvert Haydn, j'ai découvert Schumann, j'ai découvert Beethoven, tout ça en cours de solfège. Et à chaque fois, c'est quelque chose de différent. C'est une œuvre très marquante. Et il y a une anecdote, c'est que en cours de solfège, on a chanté, je sais plus, je devais avoir 10 ans, le mouvement lent de la 7e symphonie de Beethoven, donc qui était un genre de tube très connu. Et c'est assez rudimentaire comme musique. Et en rentrant à la maison, d'oreille et de mémoire, je l'ai joué au piano. Et c'était déjà un peu plus tard, ça. Je pense que j'avais 11 ou 12 ans, je sais pas exactement. Et ma mère est entrée dans le salon à ce moment-là, elle a dit: ah ben voilà, c'est ça que tu dois faire, tu dois être chef d'orchestre puisque t'entends tout. C'est-à-dire que pour elle, c'était notable que j'avais fait ce décodage dans ma mémoire, j'avais retrouvé ce que j'avais entendu en cours de solfège et je me suis rendu capable de le rejouer de mémoire sur le piano en ayant en fait identifier les harmonies, et quand on peut identifier des harmonies, on sait quelles couleurs elles ont, on sait comment elles sont construites, donc on peut les transposer aussi. D'accord. Ça, c'est de la mécanique intellectuelle qui peut paraître très compliqué quand on ne sait pas, quand on s'y connaît pas, quoi. Voilà. En fait, c'est extrêmement logique, c'est même relativement réduit, c'est un peu il y a pas tant d'éléments que ça à connaître, mais il faut savoir reconnaître la quinte par rapport à la carte, ça c'est essentiel, c'est ce qu'on appelle des intervalles. D'accord. Est-ce que c'est un aspect mathématique ? Oui, il y a tout à fait. D'accord. Ce qui définit les notes de la gamme en musique, c'est le résultat de la division par des nombres entiers d'une longueur vibrante. D'accord. Alors après là, on rentre là-dedans, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on n'est pas sur France Culture, comme on a dit avant l'émission, on va pas rentrer dans la technique musicale. Oui, on va parler de la passion, mais c'est quand même très intéressant. Donc déjà 10, 11 ans déjà, votre maman a identifié que peut-être vous pourriez devenir chef d'orchestre, dont on va parler après. Bah là, à cet âge-là, j'étais déjà là, j'avais déjà un peu quand même ressenti le coup de foudre pour le violoncelle et pour tout un tas de pratiques de musique. Je suis tombé amoureux successivement
du piano, ensuite du violoncelle, et d'abord le piano pour le côté ludique dont je parlais tout à l'heure, où on peut jouer à reconnaître, accompagner aussi des chansons, des choses relativement simples. Après, le violoncelle, c'était l'élan romantique. J'arrivais à la puberté, la préadolescence, et puis ça a vraiment été très puissant. Ensuite, je suis tombé amoureux du jazz. Et puis ensuite, je suis tombé amoureux de la direction d'orchestre. Quand je dis tomber amoureux, c'est bête comme expression, mais c'est quand même là, c'est vous qui l'avez dit, l'étincelle. Oui. À chaque fois, c'est une étincelle. C'est-à-dire que vous ressentez, et je peux exactement vous dire pourquoi. La première fois que j'ai ressenti cette chose-là avec le jazz, c'était un disque de Bill Evans Trio qui s'appelle Time Remembered, et c'était le premier morceau qui s'appelle Who Cares, un double disque vinyle que mon frère avait reçu à Noël. J'ai entendu ça, il y a eu un avant et un après. D'un coup, le rapport à la pulsation et au langage harmonique extraordinaire d'ailleurs de Bill Evans, ça m'a complètement marqué. C'était vers quel âge ça ? Vous vous souvenez ? Je pense que j'avais 12 ans, ouais. Ah oui, donc vous étiez jeune, oui, d'accord. Ouais, 12 ou 13 ans, je pense. D'accord. Et puis, la première fois que j'ai vraiment senti que le violoncelle était un tel médium d'intensité lyrique et de force, de bravoure, presque un instrument un peu héroïque et très très intense, c'était quand je travaillais le concerto de Saint-Saëns du haut de mes 11 ans avec un prof russe que j'ai rencontré à ce moment-là, qui m'a... Bref, ce sont des déclics, en fait, successifs. Ah, alors, est-ce que les profs ont joué un rôle aussi dans cette déclic, dans oui, cette étincelle ? Bien sûr, forcément. Tous, chacun d'entre eux. Je vous parlais de mes profs de solfège. Mes profs de violoncelle, je peux tous les citer, ils sont très nombreux. Bon, c'est vraiment la pédagogie, c'est vraiment ce que fait un semeur. Hein. Vous semez à des tas et des tas d'élèves, vous donnez ce que vous pouvez, et puis vous savez pas du tout là où est-ce que ça va germer, où est-ce que ça va rencontrer les oreilles ou la personnalité d'un élève ou d'une étudiante ou d'un étudiant. Et parfois, 20 ans plus tard, vous rendez compte que parmi vos étudiants, l'une ou l'un d'entre eux est devenu exactement ce que vous auriez jamais pensé qu'elle devienne ou qu'il devienne. C'est très étonnant ce truc-là de la... si on aime ce qu'on enseigne, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait bien le vivre de pas avoir de retour sur investissement, ouais. Ou en tout cas de pas savoir. Mais si on enseigne une discipline à laquelle qu'on n'aime pas spécialement, c'est un métier très difficile. Hein. Oui, j'imagine bien, oui. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi de ce point de vue-là. J'ai rencontré des pédagogues très patients, très ouverts d'esprit. Ouais. Alors, ça me fait penser, juste une petite parenthèse, on a reçu il y a quelques semaines dans l'émission, c'était Julie qui animait, Michel Tellier, qui est flûtiste à bec et qui est aussi visiblement une enseignante qui a beaucoup compté pour Julie. Donc je vous encourage à écouter le podcast ou lire le podcast sur Chemin de Traverse, donc sur causecommune.fm dans la fiche Chemin de Traverse, c'est Michel Tellier. Le titre c'était Une Américaine à Paris. Donc là on revient... Donc, on sent une passion, une étincelle, peut-être les papillons dans le ventre, comme on dit, parce que quand on parle d'amour, souvent on dit papillons dans le ventre. Et en parallèle, est-ce que les études, comment ça se passait ? Les études, on va dire, classiques, entre guillemets. Les études classiques, j'étais donc dans cette filière horaire aménagée. Donc jusqu'en 3e, j'avais 4 demi-journées par semaine, qui pas entièrement, mais un bon contingent horaire dédié à la musique. Il y avait le cours d'instrument, la séance de chorale, les 2 cours de solfège, tout ça intégré à l'emploi du temps. Donc, j'avais un enseignement tout à fait général, tout à fait complet, mais avec cet aménagement d'horaire qui malheureusement disparaît des filières progressivement. C'est quelque chose qu'on a tendance à mettre sous le tapis, voire à éteindre, parce que ce serait une sorte de niche discriminante, c'est-à-dire ce serait une filière privilégiée. Et je pense qu'on peut le voir exactement à l'inverse. Je pense que dans la mesure où c'était accessible à n'importe quel enfant qui pouvait s'intéresser à la musique et à qui on pouvait donner du temps et un instrument, bien sûr, ça représente de l'argent et une certaine aisance financière, mais il y avait des facilités. Et je me rappelle très bien que dans cette classe horaire aménagée musique, il y avait des tas de camarades de classe qui étaient ni de grandes familles bourgeoises ou aristos, bien au contraire, et qui avaient accès à cet art qui est souvent assimilé à une classe sociale. C'est un vrai lieu de réflexion et de combat, parce que on en souffre tous plus ou moins. La musique classique, il se trouve qu'elle a existé jusqu'au XXe siècle parce qu'elle était financée par les très hautes couches sociales. La plupart du temps, si vous regardez les grands compositeurs du 17, 18, 19e siècle, ils étaient l'équivalent à l'époque de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler quelqu'un de sponsorisé, de mécéné, effectivement entretenu. Haydn, par exemple, sans le comte Esterhazy, on ne sait pas s'il aurait pu écrire un dixième de ce qu'il a écrit comme symphonie, comme sonate, etc. Mozart avait besoin d'être soutenu par les fameuses histoires de l'archevêque de Salzbourg ou de l'empereur de Vienne. Ils ont tous plus ou moins été, soutenus par l'aristocratie. Et au XXe siècle, ce phénomène-là s'était
estompé. À l'après-guerre, il y a vraiment eu, en tout cas en France, mais pas seulement, ce phénomène de démocratisation et qui reposait vraiment sur la grande maxime de l'élitisme pour tous, parce qu'il faut le reconnaître, la musique classique est une musique globalement, hein, je dis pas, on peut tout à fait trouver plein de contre-exemples, mais globalement, qui est plus complexe que les autres musiques, c'est-à-dire qu'elle comprend plus de signifiants et de codes, il y a souvent besoin d'un chemin d'apprentissage ou d'apprivoisement plus long pour pouvoir saisir la substance de cette musique. Alors après, il y a plein de contre-exemples, je le redis. C'est un petit peu comme une langue qu'on pourrait pas parler avant d'avoir appris 3 ou 4 alphabets avec beaucoup de... Vous voyez, alors qu'il y a d'autres langues qu'on peut apprendre plus facilement, qui correspondraient peut-être à d'autres musiques, des musiques plus orales, moins codifiées, avec des schémas harmoniques moins riches ou moins complexes. Ça, c'est un sujet passionnant et interminable, mais qui n'a absolument rien à voir avec d'où on vient dans la société et combien d'argent gagnent les papas et maman et est-ce qu'on peut l'étudier. J'ai quand même une question là-dessus sur l'argent, parce qu'il y a quand même des instruments qui coûtent plus ou moins cher. Oui. Et dans la musique classique, il y a des instruments qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Tout à fait. Donc est-ce que dans les orchestres, par exemple, je voulais poser la question tout à l'heure, mais je vais la poser maintenant, est-ce qu'il y a une sorte de pas de hiérarchie, mais de sociologie en fonction des instruments par rapport à l'origine des personnes qui en jouent? C'est assez juste, mais oui, globalement, l'instrument en moyenne le plus cher de l'orchestre, c'est plutôt la famille des violons. Et je sais qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites là-dessus et qui montrent que dans les cuivres, en général, on trouve déjà la parité est plus difficile à atteindre dans les cuivres et les percussions. Souvent, il y a plus de garçons et moins de filles dans ces pupitres-là. À l'inverse, la harpe. Ou assez souvent la flûte et les instruments à cordes, on trouve plus facilement des filles et c'est plus rare de trouver des garçons. Mais ça change, hein, je pense. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment des clichés qui disparaissent progressivement, qui s'estompent. Cela dit, ces études-là sont pas si anciennes. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des corrélations, c'est vrai que, mais c'est pas seulement le prix de l'instrument. C'est même probablement pas le premier facteur. D'accord. En fait, c'est très culturel, tout simplement. Ouais. Par exemple, la région du nord de la France est très coutumière et de fanfare, donc de musique de musique de plein air. Donc, les instruments avant, et notamment les cuivres, sont bien plus facilement apprivoisés, entendus, relayés. C'est culturel. Voilà, c'est culturel. Et bon, bah, ça, c'est l'histoire de telle ou telle région, telle ou telle musique. Tout existe. En Allemagne, qui est le pays le plus intensément nourri de culture de la musique instrumentale et classique, vous avez des exemples incroyables, des villages de même pas 3000 habitants où vous avez quand même une saison de musique de chambre, c'est-à-dire 10 concerts qui sont programmés, payants ou plein à craquer, où les gens se précipitent pour aller entendre des choses qui, peut-être en France, pourraient sembler un peu absconses ou irréelles. Tous les gosses apprennent assez sérieusement à chanter dans des chorales à l'école, alors qu'en France, c'est une option, voire quelque chose dont on se débarrasse, etc., etc. Non, la France, c'est un pays de littérature, hein, en premier lieu. C'est un grand pays de littérature, c'est un pays de musique aussi, bien sûr. On a une très belle culture et une très belle histoire musicale dans la culture française, mais beaucoup moins globalement pleine. Si vous prenez les 10 compositeurs de musique dite classique, attention avec ce terme, mais disons de musique grosso modo classique, instrumentale de l'histoire de la musique, qui ont vendu le plus de disques, si vous voulez. Si vous prenez Bach, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, vous avez vite fait le tour. Vous avez sur les 10, probablement au moins 8 de culture germanique. D'accord. C'est difficile de rivaliser avec Schubert au niveau de l'applaudimètre et le palmarès des... Bien sûr. Et puis d'ailleurs, ça se voit au cinéma, ça. Le cinéma qui est un art majoritairement porté à l'échelle planétaire par l'industrie américaine. Et qui sont les compositeurs qui ont le plus de retentissement chez Kubrick, par exemple? Oui, Kubrick a beaucoup utilisé. Schubert, Beethoven, alors Ligeti, Bartók aussi, bien sûr. Mais oui. D'accord. On va revenir un peu sur votre parcours. À quel moment, finalement, vous êtes dit ou vous êtes devenu professionnel de la musique? Parce que vous aviez les deux, donc en horaire aménagé. Donc vous suiviez la filière classique en tout cas, la filière d'études générales, la musique à côté. À quel moment vous vous êtes dit, ce que je veux faire, c'est de la musique à titre professionnel, je veux être violoncelliste ou pianiste Vers le virage de la sortie de collège. En arrivant en troisième, il fallait commencer un petit peu à s'orienter, et comme le conservatoire me passionnait, toutes ces musiques-là me passionnaient,
à cet âge-là, donc j'avais le violoncelle, je faisais du piano jazz assez régulièrement, et je commençais un peu à écrire et à avoir envie d'explorer d'autres choses. Enfin, c'était vraiment devenu mon activité principale. Alors que jusqu'à la fin de la jusqu'à la fin de la 5e, je pense, j'avais mon club de foot, j'adorais ça, j'étais meneur de jeu, capitaine, vraiment j'adorais mon équipe de foot, et c'était un vrai crève-cœur de devoir arrêter le foot parce que l'entraînement du mercredi après-midi tombait sur les répètes d'orchestre au conservatoire, et qu'il a fallu choisir entre mes deux passions. Alors, le piano jazz, est-ce que le jazz c'est pour le côté improvisation qui vous attirait, ou oui, certainement. La liberté que permet le jazz, ou peut-être il y a moins de liberté telle que j'imagine dans la musique classique où il faut quand même suivre la partition et puis ce que demande le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre. Oui, tout à fait. C'est certainement pour ça, mais pas seulement. Dans le jazz, vous avez un système d'organisation du temps et du son. En fait, la musique, grosso modo, on peut dire qu'elle se divise, elle s'articule sur ces deux éléments. Nous, on travaille, le premier élément, c'est le temps, le deuxième élément, c'est le son. Le reste rentre forcément dans une de ces deux catégories. Et en jazz, la division du temps, elle est fondée à la fois sur une régularité assez implacable, contrairement au classique qui est beaucoup plus aléatoire. La pulsation dans une œuvre classique souvent est sujette à pas mal de altérations, de modifications, ce qu'on appelle le rubato. Alors qu'en jazz, souvent, la présence d'un batteur, le swing, et puis les différents types de pulsations, souvent quand même en jazz, on n'accélère pas, on ralentit pas. C'est vraiment pas quelque chose de très usuel. Par contre, la division de la pulsation est en jazz beaucoup moins arithmétique qu'en classique. C'est-à-dire que le concept de division d'une noire en deux croches, en jazz, vous avez une infinité de manières de diviser votre noire en deux croches. Tous les batteurs ont leur manière de faire un shabada différent. Donc le swing n'a pas du tout la même teneur. C'est très, très, très personnalisé. Ça, c'est une chose pour le temps. Et côté son, c'est-à-dire hauteur sonore, l'échelle des harmonies en jazz, effectivement, comme vous dites, elle est sujette à un très grand choix. On choisit, quand on est instrument polyphonique, c'est-à-dire quand on joue soit du piano, soit de la guitare, tous ces instruments qui permettent de jouer plusieurs notes à la fois, donc de produire des accords, des harmonies. C'est un petit peu l'équivalent, je sais pas moi, il y a quelque chose de l'ordre de la comptabilité. Vous êtes responsable du langage harmonique. C'est comme si vous deviez approvisionner pour un chef cuisinier, être sûr qu'il y a tous les ingrédients. Il faut arriver avec tous les intervalles à disposition. Et en jazz, on est très libre de ça. On peut choisir les recettes harmoniques, on peut les modifier beaucoup. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de liberté. Mais quand vous parlez d'improvisation, spontanément, moi, ça me fait penser à ces très grands improvisateurs de jazz, instrumentistes, solistes, trompettistes, pianistes, violonistes aussi d'ailleurs, qui sont effectivement parfois portés par une espèce de force surnaturelle, l'inspiration, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Bon, en fait, ça vient quand même jamais de nulle part. C'est le résultat d'un travail et d'avoir observé et respecté le cadre dans lequel on doit improviser. D'accord. Alors, vous arrivez donc à la fin de vos études, l'orientation, le choix professionnel, c'est donc quoi ? C'est parce que ce que j'ai bien compris, vous êtes avant tout violoncelliste après. Après, oui. Donc vous commencez comment ? Dans des orchestres ? Je quitte ma ville natale. En fait, ce qui se passe, vous quittez Clermont-Ferrand pour aller où ? À Paris. Pour poursuivre mes études, quand j'ai 14 ans, j'entre en seconde au CNED, pour les cours par correspondance, pour pouvoir être toute la journée au conservatoire et avancer là-dessus. Donc c'était un choix très fort que j'ai pas supporté, pas assez de vie sociale, c'était trop, tout seul à la maison et au conservatoire. J'ai fait 1 an, et après, l'entrée en première, j'ai été admis en région parisienne, au lycée Racine, dans le 8e, et au conservatoire de Boulogne-Billancourt, avec un professeur de violoncelle qui est très reconnu, Xavier Gagnepin, avec qui j'ai pu vraiment là trouver une substance pédagogique de très très haut vol, quoi. Et autour aussi en musique de chambre et en direction d'orchestre. Après, j'ai rencontré différents professeurs. Là, je savais déjà que je voulais en faire mon métier. D'accord. De toute façon, quand on décide de quitter le nid familial, c'est dur à 15 ans de quitter ses parents. Ça, oui, c'est difficile. Bon, j'ai été très bien accueilli, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu 2 ans chez une tante ici qui s'est super bien occupée de moi. J'étais pas du tout à la rue, j'étais pas du tout non plus livré à moi-même. Mais j'ai quand même quitté la maison de mon enfance dans laquelle j'étais très heureux. Et ça, pour me suivre mon petit chemin de professionnalisation et toutes ces rencontres, c'était
absolument galvanisant comme phase de vie. Mais il y avait une part de risque quand même, ouais. Et après, formellement, quand est-ce que je deviens pro vraiment, quand est-ce que je commence à gagner ma vie avec la musique, c'est quelques années plus tard. En cours d'études, j'étais au Conservatoire de Paris, au CNSM, en violoncelle. J'ai été intégré à un quatuor à cordes, et ce quatuor, le quatuor Eben, qui a été mon lieu de travail principal pendant plus de 20 ans, assez rapidement, on a gagné des concours, et à la suite de ces concours, on a eu des engagements, on a fait de la scène, des concerts payés. Donc, peut-être expliquer ce que c'est qu'un quatuor et quelles sont les 4 personnes et instruments qui composent ce quatuor Eben, dont on va entendre tout à l'heure un extrait. Alors, le quatuor à cordes, c'est une formation d'instruments composée de 2 violons, un alto et un violoncelle. En réalité, on peut dire que c'est 4 fois le même instrument, puisque l'alto n'est jamais qu'un gros violon, le violoncelle n'a jamais qu'un gros violon. Ça n'est qu'une affaire de taille. C'est 4 fois rigoureusement le même système, des cordes tendues sur une caisse de résonance en bois, frottées, mises en résonance par un archet. Et cet instrument, il a une énorme part de l'histoire de la musique occidentale dont il est complètement interdépendant. Alors le violon n'est pas seulement un instrument occidental, on le trouve dans beaucoup d'autres cultures, mais c'est quand même un peu l'instrument roi parmi des instruments monodiques, c'est-à-dire qu'il ne joue qu'une note à la fois, parce que on le retrouve dans toutes les grandes symphonies de toutes les époques. Et le quatuor à cordes, c'est en musique de chambre. Alors la musique de chambre, ça concerne les petits groupes de musiciens. C'est là quand, en général, on n'a pas de chef d'orchestre, on se débrouille un peu entre nous. Et le quatuor, c'est la formation la plus répandue dans la musique de chambre, ou en tout cas, c'est celle qui a suscité le plus de compositeurs. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire que Beethoven, qui est considéré comme le ou l'un des plus grands compositeurs romantiques ou classiques, selon ou à quelle époque de sa vie, il a écrit 16 quatuors à cordes qui sont considérés comme un sommet absolu. Bartók a écrit 6 quatuors à cordes, c'est aussi le sommet de sa production de musique de chambre. Haydn en a carrément écrit 75, alors là c'est... Mozart en a écrit beaucoup, il s'est d'ailleurs célèbre, il a beaucoup souffert en écrivant des quatuors. Ça a été très dur pour lui. Le quatuor, si vous voulez, c'est un peu un cadre idéal. C'est quelque chose dans lequel l'idée de musique trouve une sorte de tapis capable de tout encaisser. On peut tout écrire pour un quatuor. D'accord. Mais par contre, pour bien écrire pour quatuor, il faut une grande connaissance de la science de l'écriture, ce qu'on appelle l'harmonie, le contrepoint, la composition, et puis aussi une grande connaissance organologique, c'est-à-dire de comment ces instruments-là doivent être traités. Pardon, je réponds pas exactement à votre question, mais moi, en 2002, quand j'ai rejoint le quatuor Eben, j'étais à cette époque-là particulièrement touche à tout. Je faisais plein de trucs à la fois, du violoncelle, de la direction d'orchestre, du jazz, de la composition, et j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai senti que je rejoignais 3 musiciens très déterminés, très sérieux, très ambitieux, et que en travaillant avec ces 3-là, ma vie allait prendre un autre tour, et que j'allais avoir accès à une bien plus puissante et profonde expérience musicale. Et ça a duré 20 ans. Et alors, en préparant l'émission, j'ai regardé la page Wikipédia. Et donc, selon Wikipédia, le quatuor Eben se distingue par sa maîtrise, lui donnant la liberté de se consacrer avec la même ferveur à la musique classique, à la musique contemporaine et au jazz, dont il se plaît à abolir les frontières musicales. Le quatuor est reconnu mondialement. Donc, donc vous avez visité le monde entier grâce à ce quatuor Eben. Ben, le quatuor Eben, c'est effectivement une très belle réussite en termes de carrière. On a donc gagné ce concours à Munich en 2004 qui a vraiment d'un coup ouvert les portes du circuit professionnel. Effectivement, assez rapidement, ça se mondialise, hein, parce que c'est un marché tout petit. Il y a quand même pas beaucoup de publics qui sont prêts à se précipiter pour aller écouter un quatuor à cordes. Vous faisiez combien de concerts par an? 100 concerts. Ah oui, 100 concerts quand même. Voilà. Donc on était quasiment tout le temps en tournée. On travaillait beaucoup, c'était très intense. Et il continue, mes chers ex-collègues poursuivent cette carrière brillante. Et donc tous les ans, il y a une tournée aux États-Unis, une tournée tous les 2 ans au Japon. On avait joué plusieurs fois au Brésil. Et puis pour moi,